J'espère que vous avez bien en tête toutes les notions de variation qu'on avait mises en place dans la vidéo précédente, parce qu'elles vont servir maintenant à faire fonctionner le test de validation du modèle linéaire. Dans votre PDF de cours numéro 11, vous avez pu voir qu'on vous a montré aussi comment rédiger rigoureusement un modèle linéaire en plan expérimental 1, mais ici on va se concentrer sur le plan expérimental 2 parce que en plan expérimental 1, niveau L3, on n'a pas de test pour valider ou invalider le modèle linéaire, donc en plan expérimental 1, on ne peut pas aller très loin. Tandis que ici, en plan expérimental 2, on va pouvoir vraiment bien faire les choses rigoureusement à fond, pas seulement apprendre à rédiger proprement un modèle linéaire en plan expérimental 2, mais on aura aussi un test pour voir si le modèle qu'on a rédigé, il reflète bien la réalité ou pas. Alors j'espère aussi que vous avez bien en tête tout ce que vous avez appris au chapitre ANOVA, parce qu'il y a plein d'outils du chapitre ANOVA qui vont de nouveau nous rendre service ici. Donc je vous rappelle la situation ANOVA, la situation plan expérimental 2, vous avez plusieurs populations en parallèle. Vous avez donc un facteur x qui influence un caractère y est fonction de x, et justement les différentes populations sont définies par les différentes valeurs du facteur x. Et le problème, c'est que le caractère y, si vraiment x a une influence sur y, et bien le caractère y ne suit pas forcément la même loi dans toutes les populations. Maintenant, même à l'intérieur d'une population fixée, pour une valeur de x fixée, si jamais il y a l'influence résiduelle des facteurs autres que x qui se fait sentir, ben là aussi, le caractère y ne suit pas forcément partout la même loi. Donc si on veut vraiment exprimer rigoureusement les notions de loi, on ne peut pas continuer à travailler avec une seule lettre Y pour désigner le caractère Y. Donc si on continue avec l'exemple des rats qu'on vous avait donné en bas de la page 35 au début du chapitre 4 dans votre polycope, le caractère Y, c'était quoi? C'était un taux d'hormone. Bien, vu l'influence du facteur X, vu l'influence des facteurs autres que X, on peut avoir diverses lois pour ce taux d'hormone, et donc on ne peut pas continuer à parler d'une seule variable aléatoire y. On avait déjà ce problème dans le chapitre ANOVA, et la solution qu'on avait trouvée, c'était de faire des copies du caractère y. Au lieu d'avoir une variable aléatoire, eh bien on a une famille de variables aléatoires, une pour chaque individu. Donc dans l'exemple des rats, on avait un échantillon de 12 rats, donc on va se retrouver avec un paquet de 12 variables aléatoires, y indicé IJ. Vous retrouvez le système d'indices qui permettait de repérer les différents individus, surtout très important le premier indice, la lettre I, qui repère le numéro de la population dans laquelle vous vous trouvez. Voilà, donc on va reprendre ces notations, donc retournez voir peut-être les PDF de cours numéro 5 et 6, là il y avait plein de détails sur ces familles de variables aléatoires Y et J, on reprend exactement les mêmes conventions, vous avez les mêmes propriétés qui reprennent du service. En particulier, l'espérance de la variable aléatoire YIJ, souvenez-vous, on l'a noté mu-I, c'était la moyenne théorique de la population dans laquelle on se trouve avec l'indice I, c'est-à-dire dans la population numéro I. Donc ces moyennes théoriques, ne confondez pas avec les moyennes d'échantillons, les nombres mu-I, c'est des nombres inconnus. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour raviver les souvenirs qui vont, là vraiment sur les derniers cours du semestre, on ferait vraiment la synthèse de tout ce qu'on a vu depuis le début. Voilà, alors première étape, avant de parler de test de validation, il faut déjà écrire proprement qu'est-ce que c'est qu'un modèle linéaire. On ne peut pas juste se contenter de dire ouais, y égale à peu près a plus bx. Effectivement que y n'est jamais exactement égal à a plus bx, il y a forcément un écart, une différence, un terme d'erreur. Et ces termes d'erreur, ils seront personnifiés par ces variables aléatoires epsilon ij. Donc là aussi, une famille de 12 variables aléatoires, comme pour les variables aléatoires y, ij. Et ces variables aléatoires elles suivent toutes la même loi normale d'espérance 0 et de variance constante. Mettons que je note cette constante sigma carré. Il faut vraiment que ce sigma carré, ça soit une vraie constante, indépendante des indices i et j, indépendante de l'échantillon, au même titre que les coefficients a et b qui apparaissent dans la partie linéaire.
À ce niveau-là, il ne faudrait pas se contenter des coefficients A chapeau et B chapeau de la droite de régression, parce que souvenez-vous, dans le cours numéro 8, quand on avait calculé ces coefficients A chapeau, B chapeau, ils dépendaient très fortement de l'échantillon sur lequel on se trouvait. Donc là, quand je parle des coefficients du vrai modèle linéaire, il faut vraiment que ça soit des constantes indépendantes de l'échantillon, indépendantes des indices I et J. Donc pour formuler rigoureusement le modèle linéaire, on a besoin en fait de trois constantes A, B et sigma carré, la variance pour les lois normales des epsilon IJ, donc trois constantes A, B et sigma carré, qui sont vraiment des vraies constantes universelles, absolues, indépendantes de tout le reste. Voilà, donc ne pas négliger ce terme d'erreur. Et en plus, deuxième point délicat, ça ne suffirait pas d'écrire une équation y égale la partie linéaire plus le terme d'erreur. Ça ne suffit pas. En fait, il faut répéter ces équations et présenter une équation par individu. Vous allez vous retrouver avec un système d'équations. Et il y aura combien d'équations dans ce système? Il y en aura une par individu. Donc mettons dans l'exemple des rats, vous allez vous retrouver avec un paquet de 12 équations. Quand vous jouez sur les paramètres I et J, dans l'exemple des rats, vous vous retrouvez avec 12 possibilités, donc un système de 12 équations. Donc souvenez-vous à la fin du PDF de TD numéro 6, quand on rédigeait le modèle statistique pour ANOVA, on avait là aussi un système d'équations qui prenait exactement la même forme que le bloc là, que je suis en train d'entourer avec le curseur à l'écran. D'accord, en jouant sur les paramètres I et J, on avait une équation pour chaque individu. Alors, pour le modèle statistique de ANOVA, les MUI, les moyennes de population, bon, a priori, ça pouvait être n'importe quoi. Ici, là, dans le chapitre 4, on va un peu plus loin et on ne veut pas n'importe quoi comme fonction de x pour le caractère y. On voudrait que tous les MUI puissent avoir une expression linéaire de ce style. Bon, mais avec deux coefficients A et B, elle est vraiment indépendant de I et indépendant de l'échantillon. Donc je vous rappelle, chaque population, elle est définie par une valeur du facteur X. Donc quand vous êtes dans la population numéro I, c'est là que donc ça regroupe les individus chez qui le facteur X prend la valeur XI. Donc dans l'exemple des rats, les XI avec 4 valeurs, je vous rappelle, 2, 4, 8 et 12 me semble-t-il. Voilà. Donc, un modèle linéaire rédigé proprement, c'est un système de 12 équations comme ça. Et maintenant, c'est pas tout d'avoir rédigé ce modèle linéaire, il faut voir si s'il est bien adapté à la réalité du phénomène qu'on est en train d'étudier. Et bon, peut-être qu'on pourra conserver ce système d'équations. Donc là, on dira qu'on valide le modèle linéaire. Peut-être qu'on se rendra compte qu'il n'est pas du tout adapté. Et là, on ne pourra pas valider le modèle linéaire. Et ça, c'est le test de validation du modèle linéaire qui nous dira si notre système d'équations est adapté ou pas. Alors avant de se lancer dans ce test, juste une petite information de vocabulaire au niveau du mot modèle linéaire simple. Simple, ça veut juste dire que vous avez un seul facteur x, parce qu'après en master, vous verrez des modèles linéaires multiples, on peut avoir plusieurs facteurs, je ne sais pas moi, x, z, t, et alors là, la partie linéaire, ici, il y aura plus de termes. Ça s'écrirait de la forme a plus bx plus cz plus dt, avec des coefficients a, b, c, d, des constantes a, b, c et d. Donc ici en L3, on reste quand même à un niveau assez élémentaire avec juste un seul facteur. Tout au long de ce qui va suivre, il faut toujours bien garder à l'esprit ce que vous avez vu au chapitre 2 pour le test ANOVA. Parce qu'il y aura des pans entiers du test ANOVA qui vont pouvoir être récupérés à l'identique dans le test de validation du modèle linéaire. Et même dans les zones où il y aura des différences, si on a bien en tête comment ça fonctionnait pour le test ANOVA, ça sera facile de mémoriser les nouvelles formules spécifiques au test de validation. Alors comme pour tous les tests, vous savez bien que la première étape, c'est de formuler proprement l'hypothèse H0. Et à l'époque du test ANOVA, l'hypothèse H0, elle se formulait comment? On utilisait les moyennes théoriques des différentes populations qu'on devait comparer, les populations définies par le facteur
X. Donc mettons dans l'exemple des rats, vous avez 4 populations parallèles. On travaillait sur les moyennes théoriques de ces populations et l'hypothèse H0 de ANOVA consistait à dire qu'il n'y avait pas de différence significative entre ces moyennes théoriques. On pouvait considérer que toutes les populations avaient à peu près la même moyenne. Alors, une façon tout à fait synonyme de formuler cette hypothèse H0, on aurait pu dire qu'on cherche à tester s'il existe une constante A, peu importe sa valeur, si on ne la connaît pas, c'est pas grave. Supposons, on cherchera à tester s'il existe une constante A telle que toutes les mu I, quel que soit I, puissent être sensiblement égales à cette constante A. Voilà, donc on peut formuler l'hypothèse H0 de ANOVA avec une seule constante A. Et ici, pour le test de validation, on travaille aussi sur les moyennes théoriques des différentes populations, les moyennes mu-i, et on a vu qu'on cherche à les mettre sous forme linéaire. Donc l'hypothèse A0 pour le test de validation, elle pourra se formuler de la façon suivante. On cherche à tester s'il existe deux constantes A et B, telles que toutes les mu-i, indépendamment de i, puissent s'écrire sous la forme A plus bxi. Voilà. Donc la chose à retenir, une constante A suffit à exprimer l'hypothèse A0 pour ANOVA. Deux constantes A et B pour formuler l'hypothèse A0 du test de validation. Voilà, et ça vous servira pour identifier dans la loi de Fischer le degré de liberté au numérateur. Souvenez-vous, dans le test ANOVA, le degré de liberté du numérateur, c'était I-1. Et là, pour le test de validation, comme par hasard, ça va être I-2. Donc, si on a sous les yeux cette formulation de l'hypothèse A0, ça permet de se souvenir de cette modification. Pour ANOVA, on faisait I-1, moins 1, le 1 parce qu'il y avait une constante pour formuler l'hypothèse A0. Pour le test de validation, au niveau du degré de liberté du numérateur, on fera I-2, 2, parce qu'il faut deux constantes pour formuler l'hypothèse H0. On continue à exploiter le parallèle avec le test ANOVA. Donc il y a une notion qui est présente à la fois en contexte ANOVA et en contexte modèle linéaire, c'est la notion de résidus. Souvenez-vous, dans le chapitre ANOVA, les résidus, on les obtenait comment? On prenait ici en bleu les mesures du caractère Y sur les différents individus et on retranchait la moyenne de l'échantillon auquel appartenait l'individu considéré. Ça, c'était les résidus d'ANOVA qui avaient beaucoup servi au TD numéro 6, mettons pour le test de Shapiro-Francia, vous vous en souvenez. Et bien, dans le contexte modèle linéaire, au cours numéro 8, on a donné la définition des résidus de la régression. Donc là, on tranche cette fois-ci le YI chapeau, donc on avait visualisé sur la droite de régression dans la vidéo précédente. Ce YI chapeau, il est donné par A chapeau plus B chapeau X. Et sous de la mesure YIJ du caractère Y sur l'individu repéré par les deux indices I et J. Alors pourquoi j'évoque ces résidus de la régression? Souvenez-vous, pour le test ANOVA, au chapitre 2, avant de se lancer dans un test ANOVA, pour être sûr d'avoir droit au test ANOVA, il fallait faire toute une batterie de tests préliminaires, de contrôle avant de démarrer. Il y avait le test de Leven, le test de normalité et le test de Bartlett. Et bien ici, pour avoir droit au test de validation des modèles linéaires, il faudrait faire exactement la même chose. On est un peu pris par le temps, j'ai un peu court-circuité cette étape-là, mais si on voulait faire les choses vraiment rigoureusement, on n'aurait pas le droit de démarrer un test de validation sans avoir contrôlé d'abord que ça se passait bien au niveau du test de Leven, au niveau du test de normalité et du test de Bartlett. Mais bon, comme on les a détaillés au TD numéro 6, on va un petit peu plus vite cette fois-ci, donc ça se passerait exactement pareil, simplement au démarrage. Souvenez-vous, mettons, quand on faisait le test de Leven par Minitab, on vous a dit en TD, dans Minitab, vous rentrez la colonne des résidus. Simplement, au TD numéro 6, à l'époque, la colonne des résidus, c'était les résidus d'ANOVA. Donc là, il faudrait mettre les résidus de la régression dans le contexte du chapitre 4. Pareil, le test de Shapiro-Francia, souvenez-vous, vous avez construit un grand tableau qui démarrait avec la colonne des résidus et puis vous calculiez les fréquences cumulées, corrigées, les scores normaux, et puis plein de machins, quoi. Et au démarrage de ce tableau, vous aviez la colonne des résidus, simplement au TD numéro 6, c'était les résidus d'ANOVA. Donc il faudrait maintenant le faire en démarrant
sur la colonne des résidus de la régression. Mais après, ça se passe tout à fait de la même façon. Voilà, donc je passe un petit peu rapidement là-dessus, mais c'est vraiment une étape fondamentale parce que tout à l'heure, en rédigeant le modèle linéaire, je vous avais montré des termes d'erreur, des variables aléatoires epsilon, ij, et je vous disais qu'elle suivait une loi normale. Elle sort d'où cette loi normale? Elle sort du test de Shapiro-Francia. Je disais que ces lois normales, elles avaient toutes la même variance sigma carré. Pourquoi c'est la même constante sigma carré, quels que soient les indices i et j? Eh bien, ça vient justement du test de Leven et du test de Bartlett. Donc c'est un peu sous-entendu, mais il ne faut pas trop le négliger et pas trop l'oublier. Donc admettons que tout se passe bien là pour ce test de Leven, de normalité de Bartlett, je vous le laisse contrôler. Et maintenant, on va pouvoir enchaîner sur le test de validation du modèle linéaire. Pour le test de validation du modèle linéaire, on a déjà expliqué l'hypothèse H0. Maintenant, on va décrire la statistique grand F de ce test. C'est une variable aléatoire qui suit la loi de Fisher, comme pour le test ANOVA. Donc il y a deux paramètres, 2 degrés de liberté, un degré de liberté au numérateur et un degré de liberté au dénominateur. Alors déjà, pour le degré de liberté au dénominateur, vous pouvez recopier à l'identique le degré de liberté que vous aviez pour le test ANOVA. Vous aurez le paramètre n-i. Au numérateur, par contre, vous aviez i-1 dans le test ANOVA. Ici, pour le test de validation du modèle linéaire, on a expliqué tout à l'heure pourquoi il faut prendre i-2. À partir de là, connaissant ces deux paramètres, vous n'avez aucun problème pour obtenir la valeur critique. Vous savez lire une table de Fisher à partir du moment où on vous a indiqué le seuil. Maintenant, on va décrire un peu plus en détail cette statistique grand F. On va avoir une formule pour sa valeur observée petit f, une formule sous forme de quotient. Le dénominateur, eh bien, il vous suffit de recopier à l'identique ce que vous aviez déjà pour le petit f d'ANOVA. Pour le petit f d'ANOVA, on mettait au dénominateur la variance résiduelle qui s'obtient à partir de la variation résiduelle en divisant par le degré de liberté du dénominateur, n-i. On comprend pourquoi il s'appelle degré de liberté du dénominateur. Maintenant, ce qui va changer, c'est au numérateur. Pour le petit f de ANOVA, au numérateur, on mettait la variance factorielle, qui mesurait l'influence du facteur x, parce qu'il fallait la surveiller. Si le facteur x a trop d'influence, on était obligé ça conduisait à rejeter l'hypothèse H0. Donc toujours, il faut mettre au numérateur, toujours mettre au numérateur la quantité qui vous dérange et qui est susceptible de contredire l'hypothèse H0. Donc ici, dans un contexte de modèle linéaire, qu'est-ce qui est susceptible d'invalider le modèle linéaire? Alors, ce n'est pas du tout les influences des facteurs autres que x, là ils sont contenus dans les termes d'erreur, les variables epsilon ij que je vous avais montré tout à l'heure. Ce qui est vraiment gênant, c'est les fonctions de x, mais pas linéaires en x. Pour pouvoir valider le modèle linéaire, on voudrait que la partie qui est fonction de x, on voudrait que ça soit majoritairement du linéaire en x. Donc si vous vous souvenez du découpage en 3 morceaux là, que j'avais donné au cours numéro 8, il y avait le point numéro 2, les fonctions de x mais pas linéaires en x. Celles-là, c'est ici qu'on mesure leur importance. C'est vraiment des fonctions inadéquates, c'est elles qui risquent de faire échouer le modèle linéaire. Donc justement, à la vidéo précédente, on avait vu que cette influence de x n'est pas linéaire en x, elle était reflétée par la variation du modèle autour de la régression. Donc là, ici, la notion voisine, la variance, au lieu de variation, la variance du modèle autour de la régression, vous l'obtenez à partir de la variation en divisant par le degré de liberté du numérateur i-2. Et puis ces expressions, vous pouvez encore les simplifier si vous vous souvenez des formules qu'on avait construites dans la vidéo précédente. Toutes les variations, que ce soit la variation résiduelle ou bien la variation du modèle autour de la régression, toutes on arrive à les exprimer comme un produit de la variation totale multiplié par un certain pourcentage. Et dans le pourcentage, il intervient quoi? Il intervient état carré, le rapport de corrélation. Donc état carré, c'est un pourcentage qui mesure l'influence du facteur x, toute l'influence du facteur x, tout ce qui est fonction de x linéaire ou pas, tout ça mélangé. Et puis vous aviez un deuxième pourcentage, r carré, qui lui mesure seulement la partie linéaire en x. Donc r carré, c'est le coefficient de détermination. Et reprenez ces formules et recopiez-les au dénominateur, recopiez-les au numérateur et vous allez voir des simplifications assez intéressantes.
Alors, au dénominateur, le dénominateur identique à celui d'ANOVA, vous recopiez la variation résiduelle qui s'exprime comme variation totale à laquelle on applique le pourcentage 1 moins état carré. Voilà, donc au dénominateur, on devrait écrire variation totale fois 1 moins état carré. C'est les formules qu'on a vues dans la vidéo précédente et que vous avez vues aussi très souvent dans les PDF de télé. Pareil au numérateur, pour la variation du modèle autour de la régression, c'est quoi? C'est la variation totale sur laquelle on applique le pourcentage état carré moins r carré, parce que c'est le pourcentage état carré moins r carré qui mesure l'influence de x non linéaire en x. Vous recopiez ces formules au numérateur, au dénominateur, donc il y a des termes fantômes, variation totale ici, variation totale là, que vous ne voyez pas à l'écran parce que bien sûr il y a eu une simplification entre le numérateur et le dénominateur. Et ça vous fait une formule très directe, très simple pour obtenir votre petit f du test de validation du modèle linéaire. Donc quand vous êtes pressé, vous n'avez pas le temps de calculer toutes les variations et les variances. Si vous avez juste vos pourcentages état carré, r carré, ça vous donne directement le petit f. Alors par exemple dans l'exemple des rats, vous avez pour état carré vous avez du 96%, donc ça veut dire qu'au dénominateur vous avez du 4%. Le r carré il vaut 89% pour les rats, donc au numérateur vous avez 96 moins 89, vous avez du 7% au numérateur. Voilà, donc ça c'est trop gros, c'est à cause de ça que le petit f va être trop grand, va tomber dans la zone de rejet. Donc après, il faudra mettre au point un changement de variable qui permet de diminuer le numérateur. Et donc pour ça, il faudra essayer de faire augmenter le r carré, on verra ça tout à l'heure. En tout cas, vous avez une méthode assez rapide, assez directe pour obtenir votre petit f. Et puis maintenant, il faut le localiser sur le schéma de discussion. Est-ce qu'on tombe avant ou après la valeur critique? Le schéma de discussion est absolument identique à celui qu'on avait déjà pour le test ANOVA au cours numéro 4. Les petites valeurs proches de 0 correspondent à la zone d'acceptation. On pourra accepter H0, on pourra valider le modèle linéaire ici parce que ça signifie que l'influence du modèle autour de la régression, les fonctions de x non linéaires sont négligeables. Par contre, si on a une grande valeur de petit f, on doit rejeter H0, on ne pourra pas valider le modèle linéaire parce que les fonctions de x non linéaires ont une importance trop grande. Donc tout le problème, bien déterminer la valeur frontière, la valeur critique. Donc dans votre lecture de la loi de Fisher, il faut juste faire attention que le premier paramètre, degré de liberté au numérateur, a légèrement changé. Il n'est pas tout à fait identique à celui que vous aviez pour le test ANOVA. Voilà, alors maintenant on a enfin tout ce qu'il faut pour voir concrètement, numériquement, ce que ça donne sur l'exemple des rats. Alors à la fin de la vidéo précédente, vous aviez déjà préparé le tableau associé au test de validation du modèle linéaire. Vous aviez calculé toutes les variations et les variances qu'il fallait. Vous aviez déjà préparé le calcul du petit f, donc qui est de l'ordre de 6,7 en gros. Et ce qui manquait, eh bien, c'était la valeur critique, mais maintenant vous avez toutes les informations pour faire une lecture de table et je vous laisse contrôler que vous trouvez une valeur critique de l'ordre de 4. Donc le petit f, la valeur observée de la statistique du test de validation, se retrouve plus grand que la valeur critique, c'est-à-dire en plein dans la zone de rejet. Donc ça démontre enfin rigoureusement ce que je vous annonçais depuis pas mal de temps, à savoir que dans l'exemple des rats, on ne pourra pas valider le modèle linéaire. On en avait déjà parlé dans la vidéo précédente, aussi bien pour le test ANOVA que pour le test de validation, on a à chaque fois un tableau associé à ce test qui permet de récapituler toutes les variations et toutes les variances dont on a besoin dans le test. Alors les deux tableaux se ressemblent, ils ont la même forme, le tableau ANOVA et le tableau pour le test de validation, c'est tous les deux des tableaux avec 3 lignes, et puis une colonne pour les variations, une colonne pour les variances, et les deux tableaux fonctionnent selon le même principe, c'est-à-dire que l'essentiel c'est de comment on va garnir les deux premières cases de variation. Et une fois qu'on a les valeurs dans ces deux cases-là, toutes les autres cases s'obtiennent par des opérations simples. La troisième ligne s'obtient en additionnant les deux premières et les cases qui sont sur la droite du tableau s'obtiennent avec juste quelques divisions.
Voilà, alors donc le tableau pour le test ANOVA, vous avez appris à le construire il y a très longtemps, c'était au cours numéro 4, vous l'avez dans votre polycope à la page 19, et puis en TD, vous avez pu voir que Minitab présente une manipulation qui permet d'obtenir explicitement le même tableau ANOVA, donc c'est très pratique, après vous avez juste à contrôler classe par classe que vous avez bien trouvé les mêmes valeurs. Donc ça serait intéressant si Minitab offrait aussi une manipulation qui nous donne, pareil, explicitement le tableau pour le test de validation. Ça serait confortable. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Il n'y a pas de manip Minitab qui vous donne le tableau là, que vous avez sous les yeux à l'écran. On aimerait avoir concrètement le même tableau avec juste les valeurs numériques à la place des formules. Et ça, malheureusement, Minitab ne nous le fait pas. Il le fait pour ANOVA, mais pas pour le test de validation. Alors quand même, par un chemin détourné, on arrive à trouver à l'intérieur d'un autre affichage Minitab, un petit peu caché dans le tas, on arrive quand même à retrouver les deux lignes ici que j'ai encadrées en rose. Voilà. Hein, donc ça permet quand même de contrôler les calculs essentiels, parce que c'est vrai que la troisième ligne, bon, elle est peut-être pas primordiale. Hein. Alors concrètement, avec Minitab, voilà les affichages que vous pouvez obtenir. Pour ANOVA, pas de problème, hein, ça vous l'avez vu au TD numéro 4. Vous avez par Minitab une manipulation qui vous affiche un tableau absolument identique au tableau du polycope. Par contre, pour le test de validation, regardez, ne détaille pas quels sont les onglets qu'il faut cliquer, dans telle fenêtre il faut mettre quelle colonne. Tout ça, c'est détaillé dans le PDF de TD numéro 11. Et donc, regardez le terme qui s'appelle erreur, ici, c'est la résiduelle autour du modèle, donc qui regroupe deux catégories hétéroclites. Inadéquation de l'ajustement, eh bien c'est justement la partie fonction de x mais pas linéaire en x, hein, le modèle autour de la régression. Et l'erreur pure, eh bien c'est l'influence des facteurs autres que x, c'est-à-dire c'est la partie résiduelle d'ANOVA. Hein. Donc vous lisez les variations ici, les variances là, le degré de liberté qui était devant, et le petit f de votre test de validation, vous l'avez ici, et la p-valeur que Minitab vous donne en plus. Voilà, donc une p-valeur de 1,9, disons 2%. Donc effectivement, si vous raisonnez avec un seuil de 5%, votre p-valeur est plus petite que le seuil. Donc on doit rejeter H0 dans ces cas-là. Donc ça vient confirmer la conclusion qu'on avait obtenue par l'autre méthode, la méthode de comparaison entre la valeur observée et la valeur critique. Dans l'exemple des rats, on ne peut donc pas valider le modèle linéaire tant qu'on travaille avec le caractère Y, le taux d'hormone. Par contre, on pourra valider le modèle linéaire si on choisit une nouvelle réponse, un nouveau caractère, grand U, le log du taux d'hormone. Donc c'est un résultat que je vous avais déjà annoncé à la fin du numéro 9 sur les intervalles de confiance. Donc à l'époque, je vous demandais d'admettre ce résultat d'approximation linéaire et vous pouviez déjà faire un certain nombre de calculs pour des intervalles de confiance, effectuer tous les calculs de moyenne, variance, coefficient de corrélation linéaire avec ce nouveau caractère grand U. C'est juste c'est un excellent exercice d'entraînement sur les formules du cours. Simplement, les formules du cours, là où elles sont formulées avec des y et j, eh bien, il suffisait de remplacer les y et j par les logs des y et j. Et ça faisait un exercice supplémentaire, donc vous avez eu le temps de contrôler si pour le coefficient de détermination, vous trouvez bien la valeur encadrée en rouge du 0,95, 96, bon, mettons, j'ai arrondi ça en gros à du 96%. Donc là, on voit un très gros progrès. Quand on travaillait avec le caractère Y, on avait un coefficient de détermination de 89%. Et là, après ce changement de variable, en travaillant avec le nouveau caractère grand U, on obtient une amélioration de 7%. On passe de 89 à 96%. On a gagné 7%. Donc ça, c'est un très gros progrès et vous allez voir que c'est ça qui va permettre de résoudre notre problème au niveau du test de validation.
Aussi bien dans le calcul des diverses variations que dans le calcul du petit f observé du test de validation du modèle linéaire, on a pu mesurer l'importance des deux pourcentages fondamentaux R carré et eta carré. On vient juste à l'instant de mesurer l'évolution du coefficient de détermination R carré suite à notre changement de variable. Il est passé de 89% à 96%, c'est-à-dire que l'influence linéaire de X est passée de 89% à 96%. Maintenant, il reste à voir comment a évolué le deuxième pourcentage fondamental, le eta carré. Donc pour lui, on a besoin de la variation factorielle et de la variation totale. Donc il faut reprendre le calcul. On a un nouveau tableau à l'OVA. Je vous laisse regarder les détails. Et on aboutit à un nouveau eta carré de l'ordre de 97%. Donc par rapport à son ancienne valeur, 96%, il y a eu une légère augmentation de 1%. Donc si vous voulez l'influence des facteurs autres que X, qui représentait 4% avant le changement de variable, maintenant il ne représente plus que 3%. Alors je voulais vous mettre en garde par rapport à l'exemple qui a été traité dans les 3 PDF de TD, les PDF numéro 10, 11 et 12. Donc là où vous avez traité le dernier exercice du polycope, là le changement de variable il portait sur le facteur X, non pas comme ici sur la réponse Y. Du coup, en TD, vous avez vu une situation un petit peu trop simple, c'est-à-dire que lorsque vous faites votre changement de variable sur le facteur X, alors d'accord, vous êtes obligé de recommencer les calculs pour R carré, puisque forcément, le coefficient de corrélation linéaire, la formule, elle fait intervenir des xi, donc si vous faites un changement de variable sur les xi, forcément, ça a une répercussion. Mais quand votre changement de variable porte sur le facteur X, vous n'avez pas besoin de reprendre les calculs sur eta carré, vous pouvez conserver l'ancien eta carré. Alors c'est dû à quoi? C'est dû au fait que la variation factorielle et la variation totale, regardez leur formule, leur définition, là-dedans interviennent seulement des y et j, il n'y a pas de xi. Donc quand le changement de variable, comme sur l'exercice de TD, porte uniquement sur le facteur x, effectivement, ça n'a pas de répercussion au niveau de la variation factorielle, de la variation totale, et le eta carré reste inchangé. Mais c'est une situation trop simple. Ici, sur l'exemple des rats dans le polycope de cours, le changement de variable porte sur la réponse y, et pas sur le facteur x, et comme la variation factorielle et la variation totale, les formules font intervenir plein de y et j, forcément, les y et j qui représentaient le taux d'hormone précédemment, maintenant ça représente le log du taux d'hormone, forcément ça change toutes les valeurs. Maintenant, on a tous les moyens pour pouvoir faire fonctionner notre test de validation du modèle linéaire sur le nouveau caractère grand U, le log du taux d'hormone. Alors au choix, vous pouvez par exemple reconstruire le tableau associé au test de validation. Pour la ligne résiduelle, vous pouvez recopier la ligne résiduelle qu'on avait dans le tableau ANOVA juste avant. Et pour la ligne influence du modèle autour de la régression, bon là il y a quelques calculs à reprendre. Et je vous laisse contrôler si vous trouvez bien la même valeur pour le petit f de l'ordre de 1,2, 1,3. Bon, la valeur critique, elle n'a pas changé, elle était de l'ordre de 4. Donc cette fois-ci, le petit f est enfin inférieur à la valeur critique. On se retrouve en zone d'acceptation, donc on peut valider le modèle linéaire. Ou sinon, une variante peut-être plus directe, vous pouvez utiliser la formule qu'on avait indiquée tout à l'heure, qui vous donne directement le petit f du test de validation, directement à partir des deux pourcentages fondamentaux. Après notre changement de variable eta carré, maintenant il vaut 97%, donc vous avez du 3% au dénominateur au lieu de 4% avant le changement de variable. Et la grosse modification, le gros progrès, il se situe au niveau du numérateur. Eta carré maintenant 97% et R carré maintenant 96%. Donc au numérateur 97 moins 96, vous vous retrouvez avec du 1%, là où tout à l'heure on avait du 7%. Donc ça explique pourquoi le petit f a tellement diminué. Tout à l'heure on avait un petit f de l'ordre de 6, je ne sais plus exactement la valeur, enfin de l'ordre de 6, et là il a bien diminué, sa valeur a descendu jusqu'à 1,2, 1,3, donc c'est ça qui a permis de franchir la valeur critique. Avant, le petit f était trop grand, il était en zone de rejet, maintenant il a suffisamment diminué pour passer en zone d'acceptation. C'est grâce à ça qu'on a pu finalement valider le modèle linéaire, bon, pas pour y, mais pour log de y,
on a pu valider le modèle linéaire.